comme je vous le disais, diversification de l'offre ou transformation de l'offre, quel impact sur les gestionnaires et sur notre quotidien. Bon, l'angle que j'ai choisi, moi, de partager avec vous, il est très, très, très opérationnel. On ne va pas faire de langue de bois, on va essayer d'être simple. Je reviens juste sur un petit peu ce que d'autres intervenants ont également posé comme postulat. On n'est pas que des effecteurs des politiques publiques. Transformer l'offre, ça a aussi du sens pour les personnes que nous accompagnons. Parce que le monde change et parce que les personnes en situation de handicap changent également et que l'expression de leurs besoins a également changé. Et globalement, parce que dans un contexte où on n'aura pas forcément beaucoup plus de moyens qu'aujourd'hui, on a quand même envie de faire mieux. Et que l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité de faire des choix sans influence extérieure indue, ce n'est pas forcément l'autonomie, et que l'autodétermination, c'est important. Voilà. Donc voilà une bonne raison, autre que celle de suivre le mouvement, que de vouloir transformer son offre. Si quelqu'un a envie de m'interrompre à tout moment, franchement, qu'il le fasse, qu'il s'en sente totalement libre. Voilà. Ce que je vais vous présenter est très simple. C'est basé sur ce que nous avons fait sur une partie de notre association. Alors moi, je vous parle à la fois en tant que directeur du développement et de la transformation de l'offre sur l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace, mais aussi comme directeur d'un pôle d'expérimentation de la transformation de l'offre. Transformer l'offre, on peut, chacun d'entre nous, jouer ou ne pas jouer un certain nombre d'atouts. On a un jeu, on a des cartes, et dans ces cartes-là, il y a des atouts. On peut les jouer tous, les atouts. On peut en jouer un certain nombre. Si on n'en joue aucun, on n'a aucune chance de réussir. Les atouts dont je vais vous parler sont mieux faire émerger les attentes des personnes accompagnées, l'accueil séquentiel, l'organisation et le fonctionnement de nos établissements en matrice et en groupe ISO besoin, les catalogues de prestations, le fonctionnement en dispositif, la coordination de parcours, la coordination territoriale, en particulier à travers les communautés 360, et, in fine, les plateformes de services. Voilà. 8 concepts. Dans les documents que j'ai envoyés au CREAI, ils seront un petit peu plus développés. Donc, vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Je vais essayer d'aller droit au but. Alors, mieux faire émerger les attentes, c'est quand même quelque chose de fondamental que, et je vais parler pour moi, mais je pense que certains collègues peuvent s'y reconnaître. Vraiment faire émerger les attentes des personnes, c'est quelque chose que l'histoire du médico-social n'a pas fait. Souvent, les personnes en situation de handicap ainsi que leurs proches et leurs familles ont pu choisir pour élaborer leur projet de vie parmi les prestations que le médico-social proposait. Ça, ce n'est pas de l'autodétermination. Renverser la table à ce niveau-là et faire émerger l'autodétermination, c'est vraiment faire émerger les attentes de manière beaucoup plus technique et beaucoup plus soignée qu'avant. Pour mieux faire émerger les attentes, il faut utiliser des outils adaptés. Ça ne se décrète pas, ça se professionnalise. Alors des outils, là j'en ai mis 2, que certains connaissent, un canadien, le MHAVI, et l'ADEB qu'en est un autre. Voilà, ce sont des outils qui visent à faire se prononcer les personnes et leurs familles sur leurs vrais besoins, leurs vraies attentes, pardon. Parce qu'une attente n'est pas forcément un besoin pour ceux qui ont bossé là-dessus. Ces attentes-là, une fois émergées, on va les confronter aux évaluations de compétences. Évaluer les compétences de manière systématique des personnes, c'est hyper important. Ça permet
à la fois tout simplement de valoriser nos professionnels, parce que quand on évalue les compétences, on évalue le plus souvent une progression des compétences, et évaluer, ça fait peur à nos pros. Mais quand on s'y met, ça les renforce également et ça leur va. Et une fois qu'on a les attentes, si on les confronte aux évaluations de compétences, on arrive aux besoins. Je m'explique. Si j'ai envie de passer mon permis, mais que je ne sais pas lire, euh, passer mon permis, c'est une attente. L'évaluation de compétences va dire que va démontrer qu'il y a des étapes préalables avant de passer mon permis. Donc, attente plus évaluation de compétences, c'est le besoin. Une fois que j'ai le besoin, et là, j'y ai mis des morceaux de Séraphin, mais c'est hyper important pour s'y retrouver, on le traduit en nomenclature Séraphin pour les besoins, et enfin, on va y chercher une prestation qui y répond, en priorisant le milieu ordinaire et le droit commun, et le milieu spécialisé quand ce sont des prestations à forte valeur ajoutée. Voilà. Mieux faire émerger les attentes, c'est le préalable à toute transformation de l'offre. En tout cas, je le pense. Et qu'on ne se dise pas qu'on le fait déjà, comme beaucoup d'autres sujets. Voilà pour le premier concept, mieux faire émerger les attentes. Deuxième impact, deuxième sujet, deuxième carte à jouer, l'accueil séquentiel. L'accueil séquentiel ou accueil à temps partiel, c'est un sujet hyper clivant sur lequel notre association a fait des choix qui ont été difficiles, mais qui sont les suivants. Proposer un accueil séquentiel généralisé, ou tout du moins, si ce n'est pas pour tout le monde, un accueil séquentiel banalisé, c'est-à-dire le plus souvent possible. C'est judicieux à mettre en œuvre, évidemment dans les établissements de jour. Pour tout ce qui est hébergement, le concept n'est pas le bon. Je pense en particulier aux IME, aux accueils de jour et aux ESAT. Accompagner les gens à temps partiel, pourquoi c'est un outil de la transformation de l'offre? Parce qu'il a une utilité sociale et éthique qui est tout simplement mécaniquement d'augmenter la file active et donc de réduire les personnes sans solution. On entend souvent comme contre-argument, ah mais oui, mais du coup, c'est du saupoudrage. C'est pas ce que je veux. J'entends. On a fait le choix suivant, qui est de dire la pire des injustices aujourd'hui, c'est que certains aient une prise en charge complète et d'autres rien. Donc, privilégier l'accueil séquentiel pour accompagner plus de monde, c'est quelque chose dans la transformation de l'offre que l'on peut envisager, que l'on peut défendre et dont on peut faire la promotion. Par contre, alors un exemple, quand on parle de séquentiel, on ne parle pas d'accompagner les gens 2 jours par semaine au lieu de 5. Juste un exemple, passer de 5 jours à 4 jours par personne augmente mécaniquement la file active d'un service ou d'un établissement de 25%. Et donc, la plupart du temps, réduit et anéantit sa liste d'attente. Toutefois, en particulier quand on a une militance et quand on fait attention à l'impact que ça peut avoir sur les familles, si on fait de l'accueil séquentiel, quid de que fait-on de la personne qui n'est pas accompagnée en médico-social le jour où l'IME, le SAJ ne la prend pas? Voilà. Ça, c'est la bonne question à se poser. Et ça peut être un problème. En particulier, on sait que quand les personnes en situation de handicap sont à la maison, le plus souvent, ce sont les mamans qui vont payer cash cette situation. Au pire, ne pourront plus travailler. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la réponse peut être la suivante. Quand on propose de l'accueil séquentiel afin d'accompagner plus de personnes au sein d'une association, au sein d'un acteur, au sein d'un établissement, cet accueil séquentiel doit absolument
être couplé à une deuxième offre complémentaire pour continuer à proposer une offre suivant les souhaits de la personne et de la famille, mais potentiellement une offre complète sur la semaine, si le besoin est la semaine. Et un acteur qui peut être facilement mobilisé, c'est bien le droit commun et c'est bien le service à la personne. Comment? Je vais vous donner un exemple que nous avons, un exemple très opérationnel qu'on a mis en œuvre il y a 4 ans en accueil de jour, puis maintenant en IME. On monte un partenariat avec l'aide à domicile, le service à la personne locale, une association à but non lucratif, etc. Peu importe. On met à disposition de cette assoce gratuitement des locaux, afin que ce soit l'aide à domicile qui se rapproche des personnes et pas du diffus en 1 pour 1. L'IME ou le SAJ, bref, le médico-social, se recentre sur les prestations à forte valeur ajoutée d'apprentissage. On ne fait plus en IME ou en accueil de jour de loisirs ni d'occupationnel. On laisse tout ça au droit commun. Et donc, pendant le temps où la personne n'est pas accompagnée par l'accueil de jour ou par l'IME, elle est toujours accompagnée dans nos locaux, mais par l'aide à domicile, par le service à la personne qui lui propose une offre complémentaire de prestations de loisirs ou occupationnelles, ou en tout cas de prestations à moins forte valeur ajoutée. On me dirait, mais est-ce que les salariés de l'aide à domicile sont compétentes pour accompagner toutes les personnes en situation de handicap? La réponse, elle est pas tout le temps et pas toutes. Mais la transformation de l'offre, et en particulier tout ce qui est lié autour des prestations Séraphin, mais prévoit tout à fait et légitime notre action en termes d'appui ressources. Donc, c'est bien nos personnels, en tant qu'appui ressources, d'accompagner via le coaching et la formation les prestataires du milieu ordinaire, du service à la personne, accompagner les personnes en situation de handicap. Dernier problème ou idée, ok, mais qui paye ça? Alors, pareil, on a fait un choix qui est clair, c'est de dire le temps sur lequel une personne, même si c'est son besoin, n'est pas accompagnée par le médico-social, c'est un temps qui doit être solvabilisé par les familles. C'est un choix qui est clivant. Et il faut l'admettre et on le revendique comme tel. Toutefois, dans la réalité, on voit que la PCH et l'AEH ont pu souvent être renforcées pour permettre cet accompagnement complémentaire. En particulier, là je le signale, alors je ne sais pas si ça peut être valable sur tous les départements, mais en tout cas en Alsace, la PCH mutualisée a été généralisée sur ces familles-là pour solvabiliser toute ou partie de cette offre complémentaire. Donc, résultat des courses, 25% de personnes accompagnées en plus en supprimant un seul jour dans la semaine. Plus de liste d'attente. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'accueil séquentiel. Troisième concept. Alors, c'est le concept le plus difficile à comprendre, mais c'est aussi le plus intéressant, en tout cas pour les gestionnaires. C'est le concept de la matrice et des groupes iso-besoins. Alors, je vais essayer de vous le faire comprendre. L'histoire de nos établissements se fait par l'histoire du groupe d'activité, du groupe de référence avec un éduc et les personnes dont s'occupe cet éducateur spécialisé. Globalement, c'est ça. Et donc, si je caricature, évidemment,
la maman canard et ses canetons. C'est-à-dire toute la semaine, l'éducatrice spécialisée va proposer aux enfants en IME ou aux adultes, par exemple, un panel d'activités sur la semaine qui répond, selon elle, et de manière tout à fait légitime, le mieux aux besoins du groupe. Bon, ça, c'est clairement inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable parce qu'une personne seule ne peut répondre à tous les besoins. Une personne seule, aussi compétente soit-elle, ne peut avoir les compétences pour répondre aux besoins de ce groupe-là. Et donc, on en arrive, par exemple, à voir sur une après-midi, quand on passe dans un IME, des gamins qui font du vélo dans la cour, encadrés par une éduque. Donc, la question est de se poser, mais est-ce que ces gamins-là font du vélo parce que c'est la demande, leur demande ou la demande de leurs proches qui a été émergée par le travail d'émergence des attentes et qui est inscrite dans leur projet personnalisé comme étant quelque chose d'important et d'urgent, ou est-ce que ces gamins font du vélo dans la cour parce que c'est l'éducatrice qui a décidé que son groupe ferait vélo dans la cour cet après-midi? Voilà. Là, on touche du doigt la transformation de l'offre. Et on touche du doigt le fait qu'il faut déconstruire ce fonctionnement historique du groupe de référence. Alors, le transformer pourquoi? Pour aller vers quoi? Pour aller vers la matrice et le groupe iso-besoin. Et vous allez voir, si je peux faire une métaphore, ça correspond du passage de l'école primaire vers le collège. À l'école primaire, on s'assoit, l'enfant s'assoit et c'est toujours le même instinct. Au collège, toutes les heures, on change de salle. Et bien, le concept est un peu celui-là. On oublie ce que j'appelle la légende de Maman Canard, l'éducateur qui emmène son groupe toute la semaine, vers un fonctionnement en matrice. C'est-à-dire faire en sorte que ce matin, de 10h à midi, soient réunis dans le groupe sur lequel est proposée la prestation d'apprentissage à la communication ou l'apprentissage à faire des repas, toutes les personnes, ou tous les gamins qui ont vraiment émis ce besoin au travers de leur projet personnalisé. Et donc, le travail préalable, c'est que chaque salarié s'est positionné suivant ses compétences et son envie de faire sur un catalogue de prestations. Chaque personne en situation de handicap a pu exprimer au sein du travail sur le projet personnalisé et travail sur le plan d'accompagnement global un certain nombre finalement de prestations qui demandent à lui être proposées. Et dans ma semaine, j'organise jour par jour, séquence par séquence, la coïncidence entre les besoins des personnes et les offres proposées par mes professionnels. Madame, je suis en discussion voilà, il y a un monsieur qui parle, c'est par pas grave. Internet, excusez-moi. Voilà ce qu'est le fonctionnement en matrice. Ce fonctionnement a besoin de coordination, non pas de parcours, mais de coordination d'équipe et de planning. C'est un travail important auquel on peut reprocher, par exemple, j'entends souvent, ou j'ai entendu dans mes équipes, c'est pas du tout bon pour les autistes, ça. Ils ont besoin de stabilité. Alors, changer d'éduc tous les 2 heures, oh là là. Ben, ouais, c'est vrai, ce fonctionnement-là n'a pas que des avantages, même pour les autistes. Mais au bout du bout, toujours se poser la question, au bout du bout, est-ce qu'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients au fonctionnement ultérieur? Fonctionner en matrice, il n'y a que des avantages. Même si c'est difficile pour certains, les personnes progressent beaucoup plus vite par ce fonctionnement pour une simple raison. Elles ont des prestations qui répondent mieux à leurs besoins. Et donc, répondre aux besoins par des prestations adaptées, c'est ça la transformation de l'offre. Corollaire à ce que je viens de dire,
image un petit peu provocatrice, mais je vous assure que c'est la commande en tout cas que nous avons posée à nos directeurs d'établissement. Je cite là Louis Gallois. Quand il a pris la SNCF, il a dit on ne parle plus d'usager, on parle de client. Et à la question d'un journaliste, c'est quoi la différence entre un usager et un client? Ça n'a rien à voir avec celui qui paye. Un client, c'est un usager qui a le choix. Mais pour avoir le choix, pour qu'une personne en situation de handicap ait le choix de ses prestations, pour qu'une famille ait le choix de bénéficier de telle ou telle prestation dans tel ou tel service, mais il faut que ce choix soit lisible. Pour que ce choix soit lisible, il doit être simple et il doit être compréhensible par tous. Donc là, j'ai mis un exemple de catalogue de vin où on va vous dire telle bouteille, elle répond à tel plat et elle coûte tel prix. Et en fonction de ce catalogue-là, je suis tout à fait à même de choisir ma bouteille, comme parent, je serai tout à fait à même de choisir les prestations qui répondent aux attentes de mon gamin, ou comme travailleur des EHPAD, je serai tout à fait à même de choisir les prestations de participation sociale qui répondent à mes besoins d'autonomie. Faire monter un catalogue des prestations, c'est respecter la personne, organiser et sa famille, organiser son offre, toujours pareil, pour mieux répondre aux besoins. Alors, de manière moins provocatrice, un catalogue de prestations compatibles Séraphin, ça ressemble à ça. J'ai mis une image sur un de nos catalogues. Vous retrouvez les références Séraphin sur les prestations tant dans la santé et l'autonomie que la participation sociale. Et après, on voit dans ce dispositif-là, qui compte un ESAT, un IME et des foyers, qui fait quoi au même endroit. Et donc, je vois qui me propose un espace Snuzzlen et une exploration sensorielle. Ok, ben c'est que l'IME. Si je veux ça, voilà, je vais le trouver à cet endroit-là. Voilà ce qu'est un catalogue de prestations. C'est un outil indispensable à l'organisation de la transformation de l'offre. Je répète, aucun outil n'est suffisant seul. Si on fait un catalogue de prestations et qu'on ne change pas le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le catalogue de prestations, il sert aussi à renverser la table avec un avant et un après. L'avant, ben, c'est bien ce que j'ai dit. Avant, comment on faisait? Ben, on se servait de l'offre disponible chez nous et on la collait à la discussion de la personne pour y mettre des objectifs d'accompagnement dans le projet personnalisé. Déconstruire ça, c'est partir des attentes, des besoins, de déterminer des objectifs et enfin d'aller chercher dans les catalogues, et pas que les catalogues chez nous, d'abord les catalogues chez les autres. D'abord les catalogues chez les autres. Coordination territoriale, droit commun, arrêtons de monopoliser l'accompagnement de nos usagers. Mais spécialisons-nous, chacun d'entre nous, sur un bassin de vie dans des valeurs ajoutées complémentaires aux autres. Voilà. J'avance parce que le temps passe vite. Dispositif et coordination. Oui, à ce sujet, je me permets de vous couper, excusez-moi, monsieur Bergeux. Il nous reste 25 minutes avant qu'on bascule automatiquement sur le retour en salle plénière. Donc, effectivement, je vais vous demander pour qu'on puisse après accueillir monsieur Coste et puis profiter d'un temps d'échange, puisqu'il y a déjà pas mal de questions sur le chat, d'essayer de conclure. Je suis désolé, hein, merci. Non, c'est normal, je me doutais que c'était contraint et je vais essayer de ne pas léser monsieur Coste. Dispositif et coordination de parcours. Je vais faire vite parce qu'on va en reparler dans la journée. Bon, fonctionner en dispositif. Dispositif par rapport à quoi? Par rapport au silo. Donc, deux exemples. Dans l'enfance, un exemple très concret de ce qu'on a fait, hein, mais il y a plein d'exemples possibles. Ben, avant, on avait un IMP, un CESAD, un IMPRO. Ben, il n'y a plus. À la place, il y a un dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Donc, il y a un seul pool de salariés qui interviennent aussi bien au sein d'un plateau technique qui est l'institution, ou dans le milieu ordinaire, l'école, la maison. Et les
personne, les gamins par exemple, qui sont scolarisés à l'école en milieu ordinaire, qui ont des besoins de CESAD, mais ils viennent à l'IME, sauf que ça ne s'appelle plus IME, ça s'appelle dispositif, et viennent sur le plateau technique. Autrement dit, là où j'avais des silos avec des salariés dans chaque silo, j'ai un seul râteau et je fais tout. Et en faisant tout de cette manière-là, je décuple, j'ai un effet de levier. Secteur adulte, hébergement et accompagnement. FAT, alors on n'a pas tous les mêmes dénominations, hein. Accueil spécialisé, accueil pour travailleurs, accueil de jour et le soutien en ESAT. Avant, 4 établissements, 4 chefs, autant de salariés dans les établissements. Tout ça, c'est terminé. Un seul dispositif. Un seul dispositif, toutes les personnes répondent à la même direction et interviennent aussi bien pour des travailleurs d'ESAT que de l'accueil de jour. Un travailleur d'ESAT, son accompagnement sur ses besoins de vie au quotidien, ces accompagnements-là se font systématiquement par ce qu'on appelait dans le temps l'ancienne équipe accueil de jour, à travers un catalogue de prestations qui répond à la fois à je passe mon permis de conduire ou j'apprends à m'habiller. Autrement dit, pour un schéma d'impact gestionnaire, l'avant, l'après, vous l'avez compris. Avant, des silos avec des salariés qui en IME, qui en ESAT, qui en accueil de jour, etc. Après, tous les salariés au même niveau. Et on les fait intervenir sur des prestations par rapport à leurs compétences et plus du tout par rapport à un public. Donc, quand j'apprends à cuisiner, au même moment, dans la même salle, sur le même truc, il peut y avoir, par exemple, dans la prestation, apprendre un repas simple, un micro-ondes et un truc simple. J'ai des gamins d'IM Pro et j'ai des travailleurs d'ESAT. Alors qu'avant, on avait un atelier cuisine en IM Pro et un atelier cuisine en ESAT. Voilà. La coordination de parcours, hyper important aussi. Là, je vais faire vite, parce qu'on en parlera, où il y a un autre groupe qui en parle. Voilà. Le coordinateur de parcours, il a 4 missions, 4 rôles. Il est à la fois portier, il ouvre les portes, il ouvre les droits. Il est à la fois courtier, comme un courtier en assurance. Il négocie des prestations. C'est l'avocat de la famille et l'avocat de la personne. Et c'est un coach. Ces 4 rôles-là, alors, on parle, nous, de coordinateur de parcours. Vous allez voir que dans les jargons ARS et DT et CNSA, le métier va être coupé en 2. Facilitateur de choix de vie pour la partie faire émerger les attentes et conseiller en parcours pour la partie courtier et organisation. Excuse-moi, Philippe. Oui. Je suis désolé de t'interrompre, c'est Thibaut, hein, au CREAI. Vraiment, je me permets de rebondir sur Valentin. Là, il n'y aura pas le temps d'un échange avec la salle, ce qui est évidemment très attendu par tout le monde. Vraiment, s'il te plaît, passe à la conclusion pour qu'on puisse enchaîner avec M. Coste. Désolé de l'insistance, mais c'est pour que tout le monde puisse participer. Normal, merci à toi. Normal. La conclusion, je vais la faire sur la coordination territoriale. Les communautés 360 sont là pour ça. Les nouvelles communautés 360, pas les communautés 360 Covid. Pour faire qu'entre nous, il y ait une coordination territoriale. C'est-à-dire que pour faire que sur un bassin de vie, pas au niveau d'un département, mais au niveau d'un bassin de vie, on se mette tous autour d'une table, tous les acteurs, pas que les acteurs spécialisés et les acteurs de droit commun, qu'on se mette autour d'une table pour monter des bouts de solutions aux personnes qui n'en ont pas. La solution package complet, un temps plein, une personne, ça ne sera pas la bonne solution. On n'y arrivera pas. Se mettre ensemble pour trouver chacun des accompagnements complémentaires pour qu'il y ait le moins de personnes sans solution, c'est ça qu'on doit faire et c'est ça qu'on peut faire grâce à la coordination territoriale et la communauté 360. Et j'en ai terminé. Je vous en remercie. Pardon, M. Coste. Merci beaucoup, merci. On accueille donc M. Coste, qui est président de l'ADAPI de la Meuse. Pour une dizaine de minutes, M. Coste. Bon, je vais faire des coupes dans ma présentation. Il n'y a pas de support de visuel. Juste rappeler, donc effectivement, je suis le président de l'ADAPI de la Meuse, qui est une association loi 1901
qui est une association familiale, militante et bien sûr gestionnaire. Et c'est sous cet angle-là que je vais intervenir, et notamment intervenir sur la politique de cette association, l'ADAPI de la Meuse, qui a mené un travail sur son projet associatif. Et je vais plutôt vous présenter quelle est notre vision inclusive dans les différents angles que nous avons développés dans ce projet associatif. On est vraiment convaincu que c'est à l'échelle de notre territoire que se développe le processus le plus porteur et vraiment le plus efficient en termes de construction d'une société inclusive. Et lors de notre Assemblée générale en 2018, on a vraiment acté et validé notre projet associatif dans ce sens. On l'a voulu ambitieux, mais aussi volontaire et pragmatique. Donc une vision inclusive, ça a été dit, hein, beaucoup de choses que je vais rappeler ont été évoquées ce matin, mais vision inclusive en favorisant les coopérations avec l'éducation nationale pour favoriser bien sûr l'intégration scolaire adaptée à chacun, mais et avec des moyens humains et matériels nécessaires. Inclusive aussi en favorisant toutes les formes d'accès aux apprentissages et les accès aux métiers dans le secteur ordinaire ou protégé. Et pour cela, l'association a créé comme une filière complète avec des briques qui, je dirais, vont de l'ESAT jusqu'au milieu ordinaire, en passant par une entreprise adaptée, en passant par une entreprise d'insertion, avec vraiment une volonté forte de garantir un parcours sécurisé et avec des possibilités de retour. Aussi, une diversification dans les possibilités de métiers. Et pour cela, on a vraiment travaillé en relation avec le monde de l'entreprise, avec le monde du travail, en vulgarisant, en ayant des actes pédagogiques sur les problématiques du handicap et notamment mental pour nous, jusqu'auprès des chambres consulaires. Donc c'est un travail de fond, vraiment par petits pas, pour faire connaître et faire reconnaître nos différences, mais aussi montrer nos compétences auprès de tous les acteurs économiques et du monde du travail. Une vision inclusive aussi en favorisant l'autodétermination et l'autoreprésentation, suivant bien sûr les moyens de chacun, afin qu'il ou elle puisse choisir. Et pour cela, on a un gros, enfin c'est plus qu'un partenariat, hein, c'est vraiment une collaboration soutenue avec l'association meusienne de Nous aussi. Et je crois que cet après-midi, il y aura une intervention d'un des acteurs de cette association. Vision inclusive aussi, en créant par exemple des CHSCT ou comme des comités d'entreprise au sein des ESAT, c'est-à-dire que s'approprier sa sécurité, son autoprotection, la protection mutuelle des autres travailleurs, c'est vraiment amené sur un travail qui n'est pas uniquement basé sur l'offre, ça a été dit précédemment par Philippe, mais vraiment en dotant les personnes d'outils d'accompagnement pour qu'elles puissent justement avoir une variété, une connaissance du champ des possibles. Vision inclusive aussi de notre projet associatif dans le monde de l'hébergement. En faisant en sorte que l'on puisse, je dirais, aller du foyer de vie très accompagné jusqu'au droit commun et même jusqu'à l'acquisition de propriétés et avec l'accompagnement nécessaire et indispensable, et tout en sachant qu'à chaque fois, tout est très évolutif. C'est-à-dire que quand il y a un acquis qui est pris, il faut se poser sans arrêt et se reposer sans arrêt la question de quel est le besoin, quelle est l'attente, quelles sont les aspirations de ceux qui sont amenés à vivre dans ces différentes structures. Vision inclusive aussi. Et ça, c'est un vrai challenge dans un département rural tel que la Meuse, c'est de favoriser l'autonomie dans la mobilité, parce que c'est vraiment un frein au développement si on n'est pas en capacité de donner la possibilité d'être mobile. Et pour cela, on a créé une auto-école à pédagogie adaptée qui s'appelle Mobimeuse,
et on accompagne des enfants, des adultes, pour qu'ils puissent se déplacer, mais aussi bien à pied, à vélo, en motocyclette, jusqu'au permis de conduire. Et donc, à titre d'exemple, sur le département de la Meuse, il y a un peu plus de 100 personnes qui relèvent principalement des ESAT, qui ont eu leur permis de conduire. Et ça change considérablement le champ des possibles. Là, on est vraiment dans une inclusion dans le monde ordinaire. J'ai mon permis de conduire, j'ai une reconnaissance, j'ai des compétences, et ça me permet de voir beaucoup d'autres choses différentes. J'avais vu sur le chat aussi, il y avait non pas le problème, mais la vision inclusive pour les personnes en situation de grand handicap. C'est vrai que là, l'effort, je dirais, de recherche, d'accompagnement, il est encore plus fort, mais nous nous y engageons vraiment avec force. Et là, nous avons une collaboration avec l'expérimentation qui s'appelle Imeuse Santé. Et c'est dans le cadre de développement de solutions numériques et domotiques pour accompagner les personnes qui peuvent être dans leur domicile et favoriser leur vie quotidienne. Donc, on s'interdit aucune possibilité et l'on essaye vraiment d'avoir un maximum de coopération avec ce qui existe dans notre territoire pour apporter les solutions les mieux adaptées possibles à chacun. Alors, je dirais quelques points clés quand même pour mettre en œuvre et pour accompagner cette politique et ces orientations. Le premier, au sein de l'association, c'est vraiment de partager avec l'ensemble des parties prenantes la nouvelle feuille de route. Ça a été expliqué précédemment par Philippe. C'est vrai que c'est un grand bouleversement pour toutes les personnes qui accompagnent. On était dans un système où on était dans un bâtiment avec un certain nombre de personnes en situation de handicap qui étaient accompagnées par un référent. Aujourd'hui, la vision elle est totalement différente et ça impose vraiment un accompagnement de tous nos professionnels. Et l'association est particulièrement vigilante et c'est un des premiers points que l'on a regardé pour accompagner cette évolution des offres et de faire en sorte que ça soit de plus en plus inclusif. Et pour cela, il faut des moyens humains, ça a été dit, mais il faut aussi des moyens matériels. Donc, formation des professionnels pour s'inscrire dans ces logiques de parcours et de plateforme. Ça a été dit aussi précédemment, désiloter les organisations. Et le troisième point, certainement le plus complexe, c'est l'évolution de notre environnement parce qu'il faut s'habituer à travailler avec des partenaires associatifs du même champ ou d'autres champs d'ailleurs, mais plus sur une logique concurrentielle, mais une logique collaborative. Et jusqu'à maintenant, les appels à projets nous ont conduits sur des logiques de compétition, alors que nous sommes vraiment convaincus que la pérennité de nos actions, elle passera par la collaboration et l'adaptation. L'autre point de notre environnement, c'est celui de nos institutions. Comment travailler sur la demande, l'adaptation, l'innovation avec des autorités qui continuent à agréer en place sur des appels à projets ou qui se renvoient la balle entre elles pour savoir qui va payer. Comment évoluer donc vers moins de rigidité réglementaire pour pouvoir justement nous adapter aux envies, aux besoins et aux attentes des personnes que nous accompagnons. Une des forces de cette stratégie, c'est vraiment de s'intégrer dans le territoire et de la politique, que ce soit au niveau des EPCI, au niveau du département. On doit vraiment, en tant qu'association, avoir une action proactive pour expliquer, pour démontrer toute notre place et que les personnes que nous accueillons sont vraiment des citoyens à part entière et que dans la réflexion de toutes ces politiques territoriales, une place doit être imaginée pour que tout le monde ait le même accès aux droits. Et en plus, chaque territoire a sa spécificité, ça peut être transfrontalière, urbaine, rurale. On nous demande d'avoir une politique de singularité vis-à-vis de toutes les personnes que nous accueillons.
Et d'un autre côté, on nous propose que des politiques qui sont identiques sur l'ensemble des territoires. Donc, il faut vraiment envisager des réponses adaptées qui permettraient de garantir l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Et enfin, je fais vraiment rapide, hein, j'ai squeezé un certain nombre d'éléments que je voulais vous présenter, mais je pense vraiment, là je parle vraiment en tant qu'association militante, il ne faut pas s'arrêter aux incantations politiques ou aux plans stratégiques, mais il faut aussi mettre en œuvre et suivre le déploiement. Alors ça nécessite vraiment une évolution, d'une part sur la qualité et l'adéquation des solutions que l'on pourrait proposer, mais en sachant que en plus, c'est évolutif, c'est-à-dire que quand on a franchi un cap, ce n'est pas stabilisé, ça évolue en permanence, mais que pour ça, il faut surtout une affectation de moyens. On peut avoir les meilleures organisations, les meilleures idées, les meilleures solutions. S'il n'y a pas d'évolution des moyens qui sont alloués, s'il n'y a pas une évolution réglementaire pour faire évoluer le cadre d'accompagnement, et si d'un point de vue financier, on reste dans la même politique que celle que l'on a aujourd'hui, les personnes qui sont hors du système, qui sont en attente, ne seront pas plus accompagnées, et on peut toujours faire du déplacement, de la rotation, mais in fine, si il n'y a pas une politique d'accompagnement forte par rapport à cette volonté de transformation de l'offre et de rendre toutes nos actions beaucoup plus inclusives, on n'aboutira pas et on ira dans le mur. Et il faut vraiment démultiplier et accélérer les actions, puisque un certain nombre de ces actions nécessitent des investissements structurels et l'inertie de toute façon à les mettre en œuvre. Le moyen ou la solution qui sera mise en face d'une personne qui a fait un choix de vie, si la réponse elle est que dans 5 ans ou dans 10 ans, ça tombe à plat. Donc il faut avoir aussi cette capacité dans l'espace-temps, à l'instant T. Un jeune de 16 ans qui cherche une formation, ce n'est pas dans 5 ans, quand on aura construit le programme de formation, qu'on lui apportera la réponse. Donc il y a tout ce côté aussi de facteur temps qui doit être pris en compte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est 12h05 et je comprends que… Mais bon, j'avais plein d'autres choses à vous dire et voilà.